On enchaîne avec les paralysies faciales, tout en abordant maintenant le troisième objectif de ce cours qui est le déficit facial central ou la paralysie faciale centrale. Comme je l'avais expliqué dans le chapitre anatomie, la paralysie faciale centrale va épargner le territoire facial supérieur. Pourquoi? Parce que le noyau facial supérieur responsable de l'innervation de ce territoire reçoit une innervation bihémisphérique, bicorticale. Si les fibres contralatérales sont atteintes, il pourra compenser par les fibres homolatérales qui lui proviennent du cortex homolatéral, d'accord, ou du faisceau corticonucléaire homolatéral. Le déficit facial central, comme je viens de le dire, va prédominer sur la partie inférieure de la face parce que la lésion est supranucléaire, elle va épargner le territoire facial supérieur qui reçoit une innervation bicorticale ou bihémisphérique. Une discrète atteinte de la partie supérieure du visage est possible, hein, d'accord? Parce que la compensation n'est pas toujours, on va dire, intégrale ou complète. Et la symptomatologie, va se focaliser sur le territoire facial inférieur. Il y aura un effacement du pli nasogénien parce que les muscles de la mimique, ils sont paralysés. La chute de la commissure labiale, l'impossibilité de siffler ou de gonfler les joues et la traction de la bouche du côté sain lors du sourire. Parce que le côté sain, il est fonctionnel. D'accord? Donc le muscle, il va attirer de façon exagérée. Le muscle contralatéral fonctionnel, il va attirer de façon exagérée, d'accord, la bouche vers son côté. Pourquoi? Parce que l'équilibre est rompu par la paralysie du muscle contralatéral. Donc il va y avoir une attraction anormale et remarquable de la bouche du côté sain lors du sourire. Voilà. Et au cours de ce déficit facial central, au cours de la paralysie faciale centrale, nous allons noter un phénomène très important qui est celui de la dissociation automatico-volontaire. Cela signifie que l'asymétrie est plus marquée lors des mouvements volontaires exécutés sur consigne que lors des mouvements automatiques. Il y a des mimiques spontanées, les rires, etc. Donc la mimique, il y a la mimique spontanée, il y a la mimique volontaire. Et en cours de la paralysie faciale, on peut avoir une dissociation, c'est-à-dire une atteinte plus importante de la mimique volontaire et moins importante de la mimique automatique ou des mouvements automatiques. Donc, si l'on demande au patient de réaliser un mouvement mimique, d'accord, ou d'exécuter un mouvement mimique sur consigne, il ne peut pas le faire. Alors, par exemple, il ne peut pas sourire ou faire n'importe quel autre mouvement mimique alors qu'il peut sourire de façon spontanée, c'est-à-dire automatiquement, involontairement, les mimiques spontanées sont conservées. Là, c'est l'un des aspects de la dissociation automatico-volontaire. Ce qui est plus impressionnant que ça est que la dissociation est parfois inverse, c'est-à-dire l'asymétrie est meilleure au mouvement automatique. Donc quand on réalise alors des mouvements automatiques, on n'observe pas vraiment cette asymétrie, d'accord? L'asymétrie qui est en lien avec une paralysie faciale, une paralysie hémifaciale. Donc il y a un côté de la face qui est atteint en rapport avec l'atteinte des nerfs faciaux, d'accord? Du nerf facial correspondant. Et l'autre côté, il est indemne. Donc la paralysie est parfois meilleure, plutôt l'asymétrie est parfois meilleure au mouvement automatique, c'est-à-dire qu'elle est mineure qu'au mouvement volontaire. Par contre, pardon, donc l'asymétrie est meilleure au mouvement automatique, c'est-à-dire qu'elle est plus marquée au mouvement automatique qu'au mouvement volontaire où cette asymétrie est furtive, c'est-à-dire qu'elle peut être alors inaperçue, d'accord? Voilà, donc ici l'asymétrie c'est centré sur les mouvements automatiques. Donc on aura une dissociation automatico-volontaire. Le plus souvent c'est une dissociation en faveur des mouvements automatiques et aux dépens des mouvements volontaires, mais la dissociation inverse est également
possible. Donc, le déficit facial central est le plus souvent associé à un déficit moteur de l'hémicorps homolatéral. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, c'est le plus souvent, donc, l'origine du déficit facial central, c'est une origine vasculaire dégénérative. Donc, il y a il y a une atteinte ischémique qui a fait que donc les fibres corticonucléaires qui empruntent le plus souvent donc la capsule interne soient endommagées, et dans ce cas-là il y aura une paralysie faciale centrale, mais du fait que la capsule interne n'est pas traversée uniquement par le faisceau corticonucléaire, nous avons également le fameux faisceau pyramidal qui passe également par la capsule interne. Donc si nous avons une atteinte ischémique des fibres du faisceau corticonucléaire, il y aura donc également, et le plus souvent, d'accord, une atteinte ischémique des fibres pyramidales. Et dans ce cas-là, il va y avoir donc un déficit moteur de l'hémicorps homolatéral, un déficit moteur donc homolatéral, parce que la paralysie homolatérale à la paralysie faciale, mais contralatérale à la lésion, d'accord, il faut faire attention. Donc si nous avons une paralysie faciale centrale, la paralysie faciale va donc va s'installer du côté contralatéral à l'atteinte, et l'hémiplégie également, ou l'hémiparésie, ou le déficit moteur en lien avec l'atteinte pyramidale va également apparaître du côté contralatéral à la lésion. Mais la paralysie faciale centrale et l'hémiplégie sont donc du même côté. Donc le déficit moteur de l'hémicorps donc va être homolatéral à la paralysie faciale, et il peut être ou non à prédominance brachiofaciale. Là, ça dépend des fibres qui sont atteintes. Donc il y a le plus souvent alors cette prédominance brachiofaciale, parce que c'est les fibres, d'accord, c'est les fibres destinées à la région de la face et à la région donc du membre supérieur qui sont endommagées concomitamment à l'atteinte donc des fibres corticonucléaires destinées au noyau facial, et par conséquent il va y avoir une paralysie faciale contralatérale à la lésion, une hémiplégie ou une hémiparésie, donc une hémiplégie ou une hémiparésie homolatérale à cette paralysie faciale, et qui peut être ou non à prédominance brachiofaciale, parce que ça dépend en fait du nombre de fibres atteintes. Si le nombre de fibres atteintes est plus important donc au niveau de cette région brachiofaciale, certes il va y avoir une prédominance clinique sur cette région. Là c'est de la pure anatomie, et c'est de la pure donc systématisation corticale. Maintenant, on passe donc à la paralysie faciale périphérique, d'accord, que je préfère aborder dans un autre enregistrement.